Et maintenant, je vous propose d'accueillir un autre conseiller important pour le gouvernement du Québec, qui a reçu son titre officiel du gouvernement un peu plus récemment, mais qui fait quand même beaucoup pour l'écosystème des technologies, l'écosystème de l'innovation depuis longtemps, d'ailleurs qui est très connu par les gens qui œuvrent dans ces écosystèmes-là. Je voudrais appeler sur la scène M. Luc Sirois, l'innovateur en chef du Québec. Bonjour tout le monde, c'est fantastique d'être ici avec vous en personne, avec la possibilité de penser à l'avenir. La question aujourd'hui qu'on va tous se poser, c'est une question qui est bien simple, c'est comment allez-vous changer le monde? Je vous raconte une histoire en commençant pour me présenter personnellement. C'est ma propre histoire. C'est une petite histoire personnelle, un événement qui est arrivé il y a déjà quelques années. Lorsque, vous voyez là, c'est une photo de Google Home de ma propre rue. It's my actual street where my home is. And you actually see it from above. And this is a tangible proof that the province of Quebec in the world is the world capital of outdoors pool. But that's not the point of the slide. You kind of see that neighborhood. And on this neighborhood, you see my house kind of sees the backyard of my neighbor's home, okay? So 7 o'clock in the morning, I hear my son starting to shout at home, "Hey, Dad, there's smoke. Papa, il y a de la fumée." You hear that as a parent, you jump right up. De la boucane, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas chez nous, c'est chez le voisin. Il y a de la boucane, il y a de la fumée, papa, qui sort de l'entretoit. Qu'est-ce que c'est? En effet, et là, on sort de la maison, on doit faire le tour, on court le carré de maison pour arriver devant le voisin, devant sa cour avant, on the front porch, and then we see, there's about 10 people already there. So, all right, everything's under control. People have seen this before, right? All right, so you kind of quiet down and stand and wait. And then ask, well, you know, you're here, you were here before, so everything's under control. Well, yeah, we're kind of watching what's going on here. On est en train de regarder ce qui se passe. Ah. Mais là, est-ce qu'il y a quelqu'un ici en charge de ce qui se passe, là? Non, we're just neighbors, on est juste des voisins, on regarde qu'est-ce qui se passe. Là, on est 10 voisins devant la maison de mon voisin à se demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un a appelé les pompiers? Ah, là, c'est vrai, est-ce que quelqu'un a appelé les pompiers? Pourquoi appeler les pompiers? Il n'y a pas de feu. Oui, mais nous, on a vu de la boucane. Les pompiers n'étaient pas appelés. On appelle les pompiers. Est-ce que quelqu'un dans la maison? Ben non, Luc. Roger est parti à la chasse. He's gone hunting, he's not there. Ah, OK. Est-ce qu'il est... Roger est parti à la chasse, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? Je veux dire, parce que peut-être que... Non, Roger, tu le sais, il vit seul. Roger est parti à la chasse, donc il n'y a personne dans la maison. Mais est-ce que vous avez vérifié s'il y a quelqu'un dans la maison? Ben non, on vient de te dire, Roger est parti à la chasse. He's gone hunting. Stop asking. And then the teenagers, the young adults on site decide to go and knock at the door. And they knock hard. And then they hear a dog starting to bark inside. Ils entendent un chien commencer à aboyer. Il y avait quelqu'un dans la maison. La personne descend, la maison est remplie de fumée. On voit une main, et là, les jeunes qui sont là défoncent la porte. La personne sort. En panique, elle veut rentrer parce qu'elle se rend compte que son chien est toujours à l'intérieur. Le chien finit par sortir. C'était les cognements de porte des jeunes qui étaient là, qui ont réveillé la fille de Roger, qui était venue surveiller la maison et surveiller le chien pendant que Roger était à la chasse. Quand je regarde cette histoire-là,
ça m'a fait réaliser quelque chose d'immensément important. Premièrement, qu'on est comme humain conformiste. On ne veut pas sortir de la norme. On se comporte en fonction de ce que les autres font, ce que les autres disent. On n'est quand même pas pour être ceux qui sortent du cadre, qui sont ceux qui font quelque chose qui pourrait avoir l'air étrange, qui brassent trop. Mais les jeunes, eux, voient les choses différemment. Young people see the world as it is with clearer eyes, with more objective views. That day we did save Roger's daughter, and the dog died because of the smoke. And the lesson to learn is in the world of inertia, in the world that doesn't change, when you get into that world that was handed over to you, it is the way it is, but it doesn't have to be. The things that seem strange or problematic or hard to understand were created like that by people with good intentions before you. Le monde comme il est n'a pas à être comme il est. Et si vous voyez des changements à faire, si une petite voix à l'intérieur vous dit, ben voyons, mais il semble que ça ne devrait pas être comme ça, mais est-ce qu'on a posé la bonne question? Est-ce qu'on a fait la bonne chose? Peut-être que oui, vous devriez être celui qui fait un changement dans le monde autour de vous. And on this, I'd say welcome to Quebec, because in Quebec, entrepreneurs, les entrepreneurs, when we ask them, why do you start a business? Pourquoi partez-vous une entreprise? According to the Global Entrepreneurship Monitor, the 2019 studies, the country, the nation in the world where the desire to have an impact on society is the highest in the world of all developed nations, it's in Quebec. In Quebec, entrepreneurs, people here, people that start things, what's the driving motivation? Yes, it's to create something new. Yes, it's to become rich. Yes, it's to create a job that you like, but the most important thing for us is to make a difference in the world, is to have an impact, is to drive change. And therefore, the question becomes, how will you do that? How can you drive change? What can you bring to the table that will make a difference and that will make you a change maker, that will make you a leader of a startup, a leader of innovation in your organization, a leader of innovation in your own community? When we talk about innovation, on pense souvent que l'innovation, ben oui, ça prend du temps. Quand on regarde dans les faits, c'est en effet incroyablement long, dans le domaine de la santé en particulier, d'aller de la découverte jusqu'à la commercialisation. Dans la santé, c'est grave. Between the time we discover a new treatment, a new course of action, or something, a new way to cure or treat someone, it takes 17 years. The median time is 17 years before it gets to bedside. C'est incroyablement long. En même temps, autour de nous, le monde change. Le monde s'accélère. On voit ici un graphique qui illustre le temps que ça a pris pour différentes technologies grand public d'atteindre 100 millions d'usagers. Alors ici, on voit par exemple qu'au moment de l'invention de l'électricité, ça a pris 40 ans avant d'avoir 100 millions d'usagers. Ça a pris une dizaine d'années pour avoir 1 million d'usagers, enfin une vingtaine d'années pour avoir 1 million d'usagers du micro-ondes. Ça a pris une dizaine d'années pour avoir 100 millions, je dis 1 million, c'est 100 millions d'usagers de l'Internet. Ça a pris 3 ans et demi d'avoir 100 millions d'usagers de Facebook, évidemment 1 an pour la COVID, et puis Angry Bird en passant, c'était 19 jours. Le monde s'accélère, et pourquoi? Parce que un des pouvoirs magiques que l'on a aujourd'hui, c'est la force des réseaux et des blocs. On peut maintenant, we can assemble technologies by building on technologies from the past. It encapsulates
the software codes, even on the hardware side, you have building blocks that can help you build prototypes and assemble new products faster than anyone, faster than any time in the past. Most importantly, the networks of people help you create technologies, create startups, create organizations, build new solutions. And the pressure of time is essential. Because there is pressure of time, you can make things faster as well. From my days at the Harvard Business School, I met a wonderful gentleman and his family was John Crawley actually. John Crawley, la famille Crawley. Et John, avec sa famille, avait 2 enfants comme moi sur le campus et nos familles, on avait la chance de se fréquenter. Et là, il apprend que ses 2 enfants ont Pompe disease, la maladie de Pompe, une maladie rare qui est incurable et qui mène à la mort. Imaginez la pression d'un homme qui n'est pas un homme de médecine, un homme qui n'est pas un homme de recherche médicale. Mais le désir de sauver ses enfants a fait que John a trouvé un chercheur qui avait des pistes de solutions, des travaux en cours pour trouver une cure, a levé 100 millions de dollars pour accélérer les travaux, a fait développer un vaccin, a fait développer un produit et a réussi à sauver la vie de ses enfants en 2 ans. C'est une histoire qui a fait l'objet d'un film. Je vous raconte celle d'un autre médecin, celui-là qui a participé à Hacking Health. Sa patiente avait il avait un soupçon, il soupçonnait le cancer. He was suspicious of a potential breast cancer for his patient. Sends her to the specialist for more closer examinations in oncology and the like. 6 mois plus tard, sa patiente revient le voir en lui disant « Je ne devais pas recevoir une convocation pour un examen de suivi et tout ça. » Ben oui. Mais j'ai rien reçu. La convocation qui avait été envoyée par fax avait été perdue. La patiente est décédée. Et ce médecin-là, médecin de l'Alberta, s'est dit « plus jamais ». Plus jamais, et cette volonté de dire maintenant, en Alberta, on va utiliser un système en ligne pour traquer les requêtes. C'est même pas de la nouvelle technologie, c'est même pas de l'invention, c'est de la technologie qui existe, qui est assemblée. C'est une question de la faire adopter, de la distribuer. En 4 ans, il a réussi à remplacer les fax en Alberta. Quand on pense à ça, this drive to technology, et puis l'importance de la pression, l'importance de l'accélération, les blocs qui sont disponibles, on réalise qu'en effet, les choses peuvent aller plus vite. Et les choses doivent aller plus vite. C'est important dans la santé, c'est important dans l'environnement. On pense que la technologie va tout régler, mais quand on pense à cette technologie-là, les exemples que je vous ai donnés, est-ce que c'était vraiment des exemples de technologie? Non. Est-ce qu'on pense que c'est vraiment la technologie qui change le monde? Est-ce qu'on pense que c'est vraiment l'invention technologique qui fait vraiment la différence? Est-ce que c'est le circuit électronique qui va vraiment faire une différence? Quand une technologie a un impact comme une technologie de l'information fait une différence dans l'Alberta pour remplacer le fax, quand un téléphone change la vie des gens, change la vie de tous les gens, la vie de la société, c'est d'une innovation sociale dont on parle. Et comme entrepreneur, comme agent de changement, comme leader, votre capacité de créer des technologies peut être décuplée si on réfléchit à votre capacité d'avoir un impact social, à comment la vie des gens va changer, comment changer les habitudes pour que votre technologie soit adoptée et que le résultat soit atteint. On le voit dans le domaine de la Smart City, dans le domaine des villes intelligentes. Hein, quand on parle de villes intelligentes, on parle d'objets connectés, on voit des images comme ça, des trucs qui se parlent, des machins, des poteaux de téléphone intelligents qui allument la lumière, des places de stationnement qui vous disent où est-ce qu'elles sont libres et tout. On parle de bidules, de machins, de 5G, puis moi, laissez-moi vous dire que j'en parle beaucoup du 5G, des bidules et des machins. Mais l'exemple de la meilleure ville intelligente que j'ai vue, savez-vous c'est où?
Vous allez être surpris. Hein? On pense Californie, New York. Reconnaissez. C'est la ville de Besançon. À Besançon, ils ont créé un concept de ville intelligente qui est étonnamment pas basé sur brancher les personnes âgées dans les quartiers ou avoir des personnes connectées ou quoi que ce soit, par des bidules et des machins. Mais ils ont créé des concepts de ville intelligente où les gens se parlent, où les quartiers sont bienveillants, où la technologie permet des vies communautaires plus riches, plus bienveillantes, plus embrassantes, plus agréables, où les loisirs et la vie en société est mieux développée. Et c'est incroyable, mais tu dis, votre département de ville intelligente à Besançon, ce n'est pas des ingénieurs, ce n'est pas des gens de TI, de réseaux, de télécom, c'est des gens de réseaux sociaux, de vie communautaire. Mais pourtant, c'est une ville de technologie. Besançon, écoutez, c'était la capitale de l'horlogerie. On voit ici, là, la capitale de l'horlogerie. Là, et il y a une centaine d'années, les fabricants de montres à la micro-mécanique, de small mechanical systems, that was their specialty. And it did migrate to Switzerland first and then to Japan, and it disappeared from Besançon. And they did reinvent themselves. So the power of reinvention, first there's the power of social impact, the power of thinking of sociology, of neuropsychology as a driver to adoption of technology and as a driver to change. But in their sense, there's also the power to change a whole region. You can't change a whole region. They did change themselves. They became the capital of micro-mechanical systems that are embedded in heart pumps now, that are embedded in aeronautic systems, that are embedded in medical devices everywhere. They migrated, they transformed. Even in products, you can change when you see things and you believe that it should be different. And there's a little voice inside of you that tells you it should be different. It can be applied to products as well. Cet exemple-ci me fascine. Les gens de Sonomax, qui étaient des producteurs de bouchons d'oreilles. Écoutez, s'il y a un produit qui est une commodité, tout le monde peut produire des bouchons d'oreilles. Les gens compétitionnent sur les bouchons d'oreilles à savoir lesquels vont être la plus belle couleur, lesquels vont avoir le meilleur toucher. Mais eux se sont jumelés avec une équipe de l'ETS, un chercheur de l'ETS, des étudiants, des armées d'étudiants. Il y a eu et la force de la combinaison de la start-up, de la compagnie et des chercheurs de l'ETS se sont même co-localisés sur le même plancher de l'édifice Ingo sur la rue Peel. Et là, ils ont travaillé ensemble, ils ont réinventé le bouchon d'oreille avec un bouchon en y injectant de l'intelligence, de la microélectronique, des bouchons d'oreille qui permettent de bloquer le son, mais de laisser passer la voix, de mesurer la santé des personnes qui la portent. Si un ouvrier tombe au combat, se fait blesser, se fait happer par une machine, ben les signes vitaux du bouchon de l'écouteur vont sonner l'alarme. Et ça a non seulement sauvé la compagnie, ça crée tout un nouveau marché puis tout un monde de possibilités. C'est dans les produits, c'est aussi dans les services. Cet exemple-là, je l'adore, c'est celui du service de cafétéria du CHU Sainte-Justine. Hein, vous savez, les enfants là-bas, la nourriture d'hôpital, vous connaissez ça. On a tous entendu parler de la réputation. Les enfants détestent. On leur sert leur plateau. Et à 90%, les enfants ne mangent pas tout. On jette 80% de la nourriture et les enfants n'ont pas les nutriments et c'est du gaspillage et c'est vraiment un fiasco. Ils se sont dit, les jeunes ont dit, pourquoi est-ce que ça devrait être comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas commander? Pourquoi est-ce que les enfants ne pourraient pas commander ce qu'ils veulent, à l'heure qu'ils veulent? Et pourquoi est-ce que les parents ne pourraient pas commander aussi pour pouvoir manger avec leurs enfants, pour les encourager? Voyons, Roger est à la chasse. Ils s'y sont mis et ils ont réussi à réinventer le service de cafétéria, le service de nutrition dans un hôpital. Un enfant qui choisit ce qu'il veut manger entre la carotte,
le céleri, le brocoli. Étonnamment, si tu lui donnes le choix, il va être heureux et il va en manger un des trois. Et en plus, ils ont réinventé toute la distribution parce que là, il fallait livrer à l'heure que l'enfant avait demandé. Chaque station d'assemblage, c'était plus des gros chaudrons de patates molles qui étaient créés, mais des petites stations où on faisait l'assemblage des repas pour tous les enfants. Mais le meilleur de l'histoire, c'est qu'au bout du compte, le gaspillage est passé de 80 % à 10 %. Le coût d'opération à cause a réduit et les enfants ont été mieux nourris, mieux servis, moins cher. C'est incroyable. Et pourtant, c'est parce qu'on l'a demandé. Il y a des jeunes qui reprennent des compagnies traditionnelles extraordinaires. Les biscuits Leclerc, ce sont des manufacturiers que vous connaissez tous, qu'on adore tous, des petits biscuits Leclerc qui sont très bien parce qu'ils ont fait beaucoup d'améliorations sur le produit. Mais la famille des biscuits, la famille des Leclerc, eux, ont décidé d'améliorer la production, d'améliorer l'usine. Mais ils ne l'ont pas fait simplement en adoptant des robots, puis là, on va voir un petit peu comment ça se passe dans la production des biscuits. Ce n'est pas seulement en automatisant la production comme on peut imaginer dans les usines. Ça, c'est sûr que ça a été fait. Eux sont allés plus loin. On peut peut-être le baisser un petit peu, le son, si tu permets, Télésino. Ça, c'est juste nous qui comprenons ça. C'est juste nous. Alors, ils ont décidé de dire qu'il y a tellement de connaissances, parce que vous savez, en passant, Roger travaille dans cette usine-là, il y a tellement de connaissances chez les employés à capter sur comment améliorer les choses, comment les choses fonctionnent. Quand la machine à couvrir les biscuits avec du chocolat fondu fonctionne mal, le petit coup de pied à gauche, la tape sur le dessus, c'est de l'information tacite. Eux ont développé un système de tablettes comme ça, où les employés entre eux capturent la connaissance tacite, capturent le savoir des employés pour pouvoir se le partager entre eux. Et quand Roger, un jour, va partir, prendre sa retraite pour aller à la chasse tous les jours, ce savoir-là va rester. Ce savoir-là va être tagué aux appareils. Mieux encore, non seulement ils l'ont fait pour Biscuits Leclerc, mais ils ont décidé d'amener ça en spin-off. Ils ont fait une start-up avec ça. Ça s'appelle POCA. Et c'est financé par du capital de risque. Et ça, maintenant, ça transforme la façon qu'on gère les connaissances dans tous les milieux. Le pouvoir de se réinventer, c'est aussi comme individu. Je vous avais parlé de Délie Papille. Dans Sainte-Justine, il y a des gens qui, après avoir vécu des hackathons, ceux de Hacking Health à ce moment-là, des hackathons comme ceux que vous allez vivre ce week-end, ont eu l'épiphanie de l'innovation, ont décidé de changer leur carrière et de donner le goût d'innover à d'autres, de stimuler des projets d'innovation, d'ouvrir les portes, de s'assurer que ceux qui ont des idées différentes puissent les exprimer, que les meilleurs soient testés, implantés. C'est le cas de Cathy Malas, ici, qui est maintenant la directrice générale adjointe au CHUM, où elle a implanté 1001 processus pour être plus innovant. Le CHUM est maintenant, a reçu le prix le mois passé, l'hôpital déclaré le plus innovant par l'Association des hôpitaux canadiens au Canada. Les gens qui se réinventent, c'est dans tous les domaines. J'aime beaucoup Sandra, je lui fais un autre clin d'œil. Camionneuse, une des premières femmes camionneuses qui a fait plus d'1 million de kilomètres dans son camion. Elle avait une chronique, tout le monde en parle, elle a été à la radio partout, et c'était la camionneuse de la communication. Maintenant, elle dédie sa vie à la mobilité durable, à comment les technologies de l'information peuvent changer le monde du transport. Elle a retourné à l'université, elle s'est requalifiée, elle a refait un bac complet en communication numérique, in digital communication. Et les gens comme vous peuvent se réinventer. Souvent, ça se fait en équipe. Donc, le pouvoir de travailler, de côtoyer d'autres personnes, d'être inspiré, de rencontrer dans des moments comme celui-ci, d'où l'importance de pouvoir co-créer, d'où l'importance d'avoir l'expertise des autres, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et on ne sait pas comment les autres peuvent apporter des solutions à nos problèmes.
le fameux médecin qui a enlevé le fax de l'Alberta, n'avait aucune idée comment faire des systèmes d'information. La combinaison est puissante. Mon fameux collègue et ami John Crawley du Harvard Business School n'avait aucune idée comment développer la biochimie pour vaincre des maladies, mais la combinaison était puissante. D'où l'importance d'avoir aussi dans votre sac à malice, dans votre coffre à outils, les événements comme moyen de stimuler ces croisements, de rencontrer des gens, d'avoir la chance d'échanger, d'avoir des nouvelles idées et de cristalliser à un moment donné le changement. Je vous donne une minute pour entendre parler des événements Hacking Health qui ont démarré ici à Montréal. Healthcare is a really complex domain. People are very motivated to improve healthcare because it has a lot of problems. It's really hard for them to get into the area, and hacking healthcare is this amazing way of people getting up to speed with the realities of what healthcare is about, what are the barriers. What's really important is the way in which it gets people from different areas together, so health professionals, programmers, designers, to better understand healthcare. Cet événement que vous avez ce week-end, j'espère que ce sera pour vous un moment d'expérimentation, de connexion. Je vous laisse avec une dernière pensée. Ce fameux pouvoir d'être confortable, d'échouer. On en parle souvent, mais je voulais vous lancer une image. These days, on entend beaucoup parler du défi de notre équipe préférée. Vous savez, dans le monde traditionnel, l'échec est un grand problème. Si on fait un projet d'innovation, ben on en fait un, puis il est mieux de réussir. Parce qu'après, et là, tout est mis en œuvre pour réussir, on devient en amour avec son projet, il faut absolument réussir, on double la mise, on triple la mise, on continue, que ça soit bon, que ça soit mauvais, c'est pas grave, il faut absolument réussir et ça marche pas. Parce qu'on a décidé qu'on en faisait seulement un ou deux, puis qu'on allait mettre le paquet là-dessus. La vraie réalité, on la comprend au hockey. S'il fallait ne faire qu'un seul tir au but, au moment où on était vraiment sûr que ça fonctionnerait, on pense que, quand on vient pour lancer, on pense que là, ce sera le moment où le filet est ouvert, on est positionné, on a tous les acquis, la situation est parfaite, les statistiques sont là, on a 98% des chances de marquer, c'est sûr le filet. Si on n'attendait que ces moments pour lancer au but, on le sait qu'on n'arriverait jamais à gagner une partie. La réalité, elle est bien autre. On sait que dans une partie sportive, les probabilités de la placer, la petite rondelle, dans le petit trou, là, dans le petit trou comme ça là, qu'on voit, là, c'est absolument, statistiquement, c'est impossible. Oui, ils sont très, très bons. Là. Il y en a qui sont fabuleusement talentueux. Statistiquement, c'est impossible. Les obstructions sont innombrables. Mais pourtant, on tire. Il faut tirer. C'est 30, 40, 45 tirs au but pour compter 3 buts dans une période. On le sait, c'est normal. Quand on tire, les occasions arrivent. Quand on tire, les gens se déplacent. On apprend les faiblesses, on apprend les bons coups. On sait comment les choses changent. On crée des occasions. Et c'est pour ça que la gestion de l'innovation, ça vient avec le confort de l'échec. Parce que statistiquement, on va échouer 9 fois sur 10. Quand on le sait, on fait des plus petits paris, on fait des tirs plus fréquents, on prend des occasions et on réinvestit dans les cas où on a eu une situation qui a évolué puis qu'on peut gagner. Alors, ça conclut ce que je voulais vous raconter aujourd'hui avec cette question que je vous ramène. Quels vont être vos super-pouvoirs? Qu'est-ce que vous allez réinventer? Produits, services, organisations, régions, villes, vous-même. Parce que là, maintenant, le temps presse, c'est vraiment à vous de jouer. Merci beaucoup, Luc. Je te propose de t'asseoir peut-être quelques instants pour que je te pose quelques questions. Alors là, c'est compliqué, j'ai plein de choses dans les mains. J'ai vu passer une question en ligne que je voudrais peut-être commencer par te poser celle-là. La question, c'est
Quels sont les secteurs les plus innovants au Québec en ce moment, selon toi? En ce moment. Ah, ça, c'est une fabuleuse question. Hein? Moi, je vous dirais que c'est la tourbe. La tourbe. La tourbe. Dis-nous en plus. La tourbe, c'est le lichen de cette substance organique qui sert, en fait, c'est pas le gazon qu'on déroule sur les maisons, les terrains des piscines des maisons de banlieue. C'est un produit organique, là, le peat moss en anglais. Puis l'entreprise Premier Tech à Rivière-du-Loup a développé des centaines d'applications de ce produit-là. Acheté par tous ses concurrents dans le monde, c'est décidé d'être le pôle mondial qui allait devenir l'entreprise la plus puissante dans le secteur de la production du peat moss, qui sert maintenant comme matériau de construction, comme matériau manufacturier, comme matériau pour assembler des nouveaux produits. Ces dérivés biochimiques pourront éventuellement remplacer les plastiques. Puis dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le remplacement des plastiques est essentiel. Parce que ces matériaux-là le plastique utilise des carbohydrates et c'est donc nécessaire de les remplacer. Mais qui aurait un jour pensé que si tu m'avais posé la question dans quoi est-ce qu'on devrait investir pour bâtir l'avenir, puis si quelqu'un de clairvoyant avait dit « mais c'est dans la tourbe, M. Sirois, c'est dans la tourbe », ça aurait été ridicule. Il y a une créativité qu'on ne soupçonne pas. Chez les gens qui veulent, dans leur cas, réinventer leur région. Ils veulent que Rivière-du-Loup, ça soit la ville la plus agréable dans laquelle vivre, que ça attire les gens de partout pour venir s'installer, vivre heureux sur le bord du fleuve, avoir la chance d'aller au lac Témiscouata, de pouvoir faire grandir ses enfants proches de la nature au Bas-Saint-Laurent. Et quand tu as ça comme objectif, ben oui, tu deviens immensément créatif et tu inventes des choses absolument incroyables. C'est la même chose dans le monde de la Gaspésie. Connais-tu le loup tacheté? Le poisson ou... C'est le loup, c'est le loup tacheté. C'est le bar moucheté aussi. Le loup tacheté ou le bar moucheté. C'est maintenant un produit qui est réalisé en Gaspésie, qui a une production plus grande que tous les autres poissons produits en ferme au Québec. Et ils sont exportés entièrement, en fait, en Europe, à cause qu'il y a beaucoup de besoins. Et cette production-là, elle a été stimulée, non pas par un problème, mais parce que les gens d'Europe, les citoyens d'ici les ont écoutés, ont vu la demande et se sont dit, ben, on peut peut-être arriver à faire de la science pour comprendre comment élever ce poisson-là en ferme, ce qui n'était pas possible autrement. Donc, est-ce qu'on est créatif? Bien sûr, l'intelligence artificielle, bien sûr, les objets connectés, l'informatique quantique, les matériaux quantiques, les senseurs, les communications quantiques, on est fabuleux là-dessus. L'optique photonique, l'intégration de l'optique photonique sur la microélectronique, c'est des domaines hyper évolués. La fameuse connexion puis le circuit optique qui va permettre de décupler la vitesse de calcul à partir même et de continuer le Moore's Law. C'est un domaine dans le Québec où on est très, très fort, mais il ne faut pas oublier les autres. Absolument, tout à fait d'accord. Et ben, je vais te poser une question un peu follow-up à ça. Tantôt, avec le professeur Rémi Quirion, on parlait du fait qu'il va falloir garder l'être humain au centre des préoccupations de la science. Puis je pense que dans l'innovation, c'est quelque chose qui est partagé finalement. Comment est-ce que dans nos processus d'innovation, de créativité, on peut s'assurer de ne pas oublier l'être humain? Parce qu'on l'a vu surtout dans certaines technologies dans les dernières années, des fois on avance très très vite, on développe des choses incroyables, puis on oublie les... c'est une science maintenant, le User-Centered Design. Je pense qu'on a évolué dans les 10 dernières années avec les Google Sprint, avec le UX, avec le User Experience Creation, où on a compris, en fait, les bons technologues ont compris qu'il n'y a pas de technologie qui est utile, qui va être créée sans mettre l'usager, l'humain au centre de la création. Et ceux qui l'ont oublié ou ceux qui ne le savent pas, ils vont mourir. C'est pas compliqué. Donc, ils vont se drainer de leurs ressources, ils vont dépenser des capitaux pour rien, parce que l'expérience, au bout du compte, je vous donne l'exemple,
Je ne sais pas si je devrais donner cet exemple-là parce qu'il est un peu... Quand on introduit une nouvelle technologie médicale, il faut comprendre le contexte des humains qui vont l'utiliser. Quand j'ai créé le produit de traitement du cancer avec un outil de visualisation de la tumeur pour orienter la radiation sur la tumeur, ben, c'était bien meilleur. On pouvait traiter 30% avec 30% de plus d'efficacité la tumeur. La technologie était incroyable. C'est 30% meilleur traitement. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ça devrait se vendre tout seul. Tout le monde devrait l'acheter. Il ne devrait y avoir aucun problème là-dedans. Absolument aucun problème. C'est sûr, dans le cas du cancer du sein, c'est 69%. Mais sauf que dans le monde de la santé, la personne qui l'utilise, ce n'est pas la personne qui en bénéficie. La personne qui l'utilise, ce n'est pas la personne qui l'achète. La personne qui l'achète, ce n'est pas la personne qui le paye. Et la personne qui l'installe, ce n'est pas la personne qui l'a payé ou qui l'a acheté, ni celle qui l'a utilisé, et surtout pas celle qui va en bénéficier. Donc, de comprendre comment changer le monde de la santé veut dire comprendre ces humains-là qui ont chacun des besoins différents, qui sont bien différents que d'avoir un traitement meilleur à 30 %, qui ont des besoins bien différents qui doivent être comblés. Le patient en premier, lui-même, a toute une série de besoins et de désirs qui ne sont jamais adressés. C'est une nouvelle révélation de l'inclure, mais c'est aussi les cliniciens, c'est aussi les administrateurs, c'est aussi les opérateurs qui doivent aussi être pris en compte. C'est très vrai. Et puis, je pense que ça, c'est peut-être un très bon conseil à donner aux gens qui nous regardent, quel que soit l'écosystème dans lequel ils évoluent ou dans lequel ils vont évoluer dans leur carrière. Toujours essayer de bien comprendre chaque élément de l'écosystème. Heureusement, on a appris ce métier-là maintenant. Puis ici, tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui sont ici, qui vont participer, ont commencé à intégrer ces notions-là. Ça commence à être connu. Dans nos écoles de génie, un jour, ça va permettre, mais ça devrait devenir une science qui va continuer de se propager. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Et maintenant, peut-être si on te remettait devant toi-même, quand tu avais 20 ans, si tu étais sur les bancs de ce campus Partez, quel est le conseil que tu te donnerais à toi-même aujourd'hui? Ah ben, je pense que je l'ai donné dans mon allocution parce que je me rappelle très bien quand j'avais 20 ans, quand j'ai reçu cette bague-là, d'ailleurs, qui n'a jamais quitté depuis, comme ingénieur, puis que là, j'arrivais dans le grand monde, puis que tout était nouveau pour moi, mais tout semblait tellement établi et immuable. Une réalité impossible à changer parce que c'était comme ça que la compagnie où je travaillais fonctionnait. On devait apprendre les procédures, moi, je travaillais en téléphonie. C'est comme ça que la téléphonie fonctionnait. C'est comme ça qu'on déploie les technologies. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais de m'entendre penser, ben voyons, de voir les gens rire des nouvelles technologies, puis en me disant, ben voyons, ils ne comprennent rien, mais tu te tais, parce qu'ils doivent bien savoir, les gens qui rient. Mais la petite voix qui vous dit, non, c'est pas normal que ça soit comme ça. C'est pas normal qu'on accepte que ça soit comme ça. Ça peut être meilleur. Il faut que ce soit meilleur. Et c'est moi, c'est vous, c'est toi qui va faire que ça va être meilleur. Moi, c'est ça le conseil que je donne quand on a 20 ans, de se dire, c'est mon tour. C'est un beau conseil, prendre les choses en main, puis se lancer. Absolument. Message de courage. Merci beaucoup, Luc, d'avoir été là. Bravo. Merci à tous. Bon campus party, tout le monde. Merci. C'est difficile de se relever, attention. Alors,